Bonjour à tous, bonjour Michel, Bonjour. bonjour à tous, bienvenue dans ce premier webinaire. On est en train de finaliser les petits tests techniques pour cette grande première. Je voudrais m'assurer que tout le monde m'entend correctement. Est-ce que tu peux me faire un petit signe, Michel? Est-ce que tu m'entends? Très bien, voilà, merci. Hop, ok, parfait. Et le représentant du porteur de projet va encore nous rejoindre. Il éprouve aussi quelques difficultés à rejoindre. Ceci dit, on peut déjà démarrer la session. Mon écran est bien partagé, Michel, tu me confirmes que l'écran est bien partagé? Alors c'est très bien, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première session de webinaire dédiée au financement du projet Chantraine. C'est un projet qui est en cours sur notre plateforme. J'ai le plaisir d'être accompagné des représentants du porteur de projet Nicolas Van Zandijk qui nous rejoint dans quelques instants. Et je suis également accompagné par ma collègue Michel Simons, qui est néerlandophone, junior analyste chez nous. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pierre Sassard, Investment Manager pour Econova depuis maintenant 3 ans et j'ai le plaisir de vous accompagner pendant l'occasion de ce webinaire. Le programme du jour est chargé, mais condensé. Au niveau du menu, je vais rappeler Econova en quelques chiffres. On fera un petit statut de la campagne de financement à ce jour. Nicolas aura l'occasion de représenter West Avenue et le projet Chantraine. Et ensuite, nous aurons l'occasion de rappeler ce qu'est l'EcoScore sur notre plateforme. On pourra également rappeler l'offre en cours et le score de risque, et notre méthodologie liée à cette appréciation du risque. L'objectif principal de ce webinaire, c'est de vous laisser l'opportunité de poser vos questions, les questions liées à l'offre, liées à notre activité. C'est pourquoi dans votre barre en haut, vous avez un onglet Q&R, pour questions et réponses qui vous permet en fait d'adresser vos questions. On y répondra en fin de webinaire, donc ne vous étonnez pas si on n'apporte pas vos questions pendant la session. L'objectif, c'est effectivement qu'en fin de séance, on prenne toutes les questions dans l'ordre et qu'on puisse y répondre. Alors, si tout le monde est prêt, on va pouvoir démarrer. J'imagine que Nicolas aura réglé ses soucis techniques d'ici là et pourra nous rejoindre. Alors, Econova, en quelques chiffres, eh bien, Econova, c'est un PSFP, c'est un prestataire de services de financement participatif. On exerce une activité agréée par la FSMA, c'est le règlement européen 2020-1503 qui nous régule. Et aujourd'hui, sur Econova, on a levé plus de 90 millions d'euros à destination de projets, des projets dans différents secteurs. Les secteurs financés sur notre plateforme étant principalement des secteurs liés à la transition énergétique, les projets de production d'énergie renouvelable et puis de plus en plus les projets immobiliers qui prennent une importance sur notre plateforme. Vous êtes 12 000 membres à être inscrits sur la plateforme d'Econova. Vous êtes des membres qui nous avez rejoints en cours de route depuis nos débuts. Vous êtes pour certains early adopteurs et puis au quotidien, de nouveaux membres rejoignent l'aventure. Vous êtes principalement des personnes physiques belges ou pays limitrophes qui décidaient de soutenir les projets qu'on présente, qu'on présente sur notre plateforme. En 2023, on a intermédié un volume de crédit équivalent à près de 30 millions d'euros. Et on vous a offert un rendement moyen en 2023 annuel brut de 8%. Econova, depuis son obtention de l'agrément européen, comme toutes les plateformes qui opèrent sur sol européen, ont a l'obligation de publier son taux de défaut. Alors, le taux de défaut sur Econova, il est inférieur à 1%. Par défaut, on entend tous les projets pour lesquels il y a un retard significatif de paiement de l'intérêt et ou du remboursement en capital. Aujourd'hui, ce 0,9% de taux de défaut est calculé sur base de ces montants en difficulté versus les 92 millions d'euros
qui sont levés. Je pense qu'on peut confirmer qu'on a un taux de défaut maîtrisé sur notre plateforme et ça se fait grâce à une sélection de porteurs de projets sérieux, de projets qui nous semblent présenter un caractère durable et rentable pour nos investisseurs. On est la seule plateforme à être certifiée B Corp. B Corp, c'est un label de reconnaissance qui confirme notre mission, qui est une reconnaissance de notre mission. C'est notre mission qui est la même depuis nos débuts, à savoir accélérer la transition énergétique et le développement durable. Alors, à ce jour, 22 février, la campagne de financement Chantraine est toujours en cours. Elle est un vrai succès. 87% du montant maximum est déjà levé, ce qui représente un montant de 1 751 000 euros levés. Le seuil de réussite est déjà atteint. Le seuil de réussite, il était fixé à 850 000 euros. Il est atteint depuis quelques temps et vous êtes 666 investisseurs et co-investisseurs à avoir souscrit un montant moyen équivalent à 2 268 euros. On peut évidemment souscrire avec des montants plus faibles. On peut souscrire à partir de 500 euros jusqu'à un montant maximum de souscription équivalent à 500 000 euros. Alors, West Avenue, le porteur de projet qui porte le projet Chantraine, c'est un promoteur immobilier expérimenté. C'est un promoteur immobilier actif depuis 2017, actif principalement sur les régions bruxelloises et Brabant wallon. Les représentants du porteur de projet sont Nicolas Van Zande, qui est le fondateur et actionnaire principal de West Avenue, pardon. Nicolas, qui a plutôt un passé dans le secteur bancaire en tant que banquier d'affaires, qui maîtrise effectivement toutes les notions de structuration de financement de projets. Et puis, comme certains bons Belges, Nicolas a une brique dans le ventre et s'intéresse au secteur de la promotion immobilière depuis quelques années. West Avenue a mis en place une équipe de management diversifiée. On retrouve des profils divers et variés, que ce soit des gestionnaires de projets, des profils financiers en la personne de Patrick Mikkelsen, qui est le CFO, directeur financier de West Avenue, et d'autres profils support qui permettent à l'entreprise de porter à bien l'ensemble des projets en cours. Alors, le promoteur porte de front 4 projets. On parle d'une grosse centaine d'unités résidentielles actuellement en cours de développement. Les projets se situent, comme je le précisais, à Bruxelles ou dans le Brabant wallon. On parle du projet Gastendel-Strobans à Evere, le projet Le Vallon à Genneval, le projet Un jardin en ville à Wavre, et enfin le projet Chantraine, objet du présent webinaire. Alors, le projet Chantraine, c'est un projet immobilier résidentiel, c'est un projet de reconversion d'un ancien site industriel qui va être reconverti en 61 appartements, 3 espaces profession libérale et 5 maisons unifamiliales mitoyennes. C'est un projet qui va être phasé dans sa phase de construction. Au niveau sous-sol, on va retrouver des caves, des emplacements de parking et de nombreux emplacements de vélos / cargo vélo à disposition des occupants des différentes résidences. Le projet est situé à Nivelles, rue Roblet 14, à 400 mètres de la gare. C'est un projet qui a été conçu par l'atelier d'architecture DDS+, un atelier d'architecture qui a pignon sur rue et qui jouit d'une certaine renommée en architecture résidentielle belge. Et le projet a fait l'objet d'un permis unique délivré en décembre 2021. Et donc, le projet est prêt à être mis en force. On parle d'un budget global de plus de 25 millions. Par budget global, on entend évidemment tous les différents postes de coûts, que ce soit acquisition du terrain, phase construction, frais soft cost, comme on les appelle, donc tous les frais liés au développement, que ce soit des frais de service, d'architecte, d'ingénierie et autres. Et puis, on parle aussi des frais financiers. Le budget global qui équivaut à 26 millions doit être mis en parallèle à une valeur vénale de vente,
fait référence au chiffre d'affaires que va générer le projet, proche de 30 millions, avec un prix de vente moyen au mètre carré, ce qui est un indicateur important dans le secteur de la promotion immobilière, un prix de vente moyen de l'ordre de 4 000 €, ce qui représente une marge brute visée pour le promoteur de 30%. La commercialisation du projet va débuter. Le projet va être commercialisé sur plan dans le cadre de la loi Braine. La loi Braine, c'est une loi qui va protéger l'acquéreur, notamment des différentes garanties de mise en exécution du projet jusqu'à son échéance. L'avantage de la loi Braine pour le promoteur, c'est que c'est aussi une source de financement. Par source de financement, on entend par là que les acquéreurs des différentes unités résidentielles vont participer à la structure de financement du projet, puisque quand on commercialise un projet immobilier sur plan, on a la possibilité, dans le chef du promoteur, de facturer aux acquéreurs des états d'avancement en fonction de l'avancement du projet, et donc à l'inverse d'une vente à la livraison où l'acte notarié et le paiement se fait sur la totalité du prix de vente convenu. Dans le cadre spécifique de la loi Braine, les acquéreurs vont financer le projet en cours de construction. Alors, au niveau de la structure de financement du projet, on identifie différentes sources de financement. Il y a plus de 26 millions d'euros à financer. Le projet va être principalement financé par des apports bancaires. On parle de crédit bancaire. On peut distinguer deux crédits bancaires différents. Le premier crédit étant lié à l'acquisition du terrain. L'acquisition du terrain et du permis, puisque West Avenue fait ici l'acquisition d'un terrain avec permis unique délivré. Ensuite, la banque va financer la quote-part construction, en tout cas une partie de la phase construction, puisqu'elle va également compter sur cet apport en financement qui vient de la part des acquéreurs. On a estimé cet apport des acquéreurs à hauteur de 9 millions. Les apports externes, ils sont ceux d'Econova. 2 millions, c'est dans le cadre de cette levée de fonds que ces 2 millions interviennent, et l'investissement en fonds propres de la part du porteur de projet équivaut à 1 million, avec des moments de mise à disposition de ces fonds propres phasés selon qu'on se trouve en phase construction ou en phase acquisition. On voit ici quelques visuels du projet projeté. C'est effectivement un beau projet de reconversion d'un site industriel. On voit que l'atelier d'architecture a mis un point d'honneur à maintenir certains éléments du passé industriel, notamment les pentes de toit pour certains bâtiments qui font référence aux usines. Et puis, on retrouve aussi la couleur des briques rouges qui font partie intégrante du projet, qui font partie aussi de la technique de construction. J'ai ici sous les yeux la représentation de notre EcoScore. Alors, notre EcoScore, pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre EcoScore, c'est un bulletin qui permet en fait d'objectiver le caractère durable du projet. C'est lié aussi à notre certification B Corp. On a voulu aller un grand plus loin dans la sélection des projets qu'on présente sur notre plateforme, mais on a voulu aussi pouvoir inciter les promoteurs immobiliers à faire mieux que ce qu'ils avaient l'habitude de faire, et donc à leur imposer un nombre de points minimum pour être éligible pour un financement sur notre plateforme. Le projet Chantraine est un projet avec un EcoScore excellent. Il obtient 92 points. Principalement de par sa typologie de projet. On parle d'une déconstruction-reconstruction, démolition d'un site historiquement industriel, redensification urbaine. Au niveau des aspects de mobilité, le projet bénéficie de 14 points de par sa proximité, notamment aux solutions de mobilité alternative, notamment la gare de Nivelles qui est à 400 mètres à pied du projet, différents arrêts de bus et la présence importante d'emplacements de vélos et cargo-vélos
pour visiteurs et occupants résidents du projet immobilier. Au niveau de l'aspect énergétique et de ses performances énergétiques, le projet va évidemment viser les normes énergétiques en vigueur. On va parler d'un PEB A visé. Les cahiers de charges à destination des entrepreneurs en construction vont faire en sorte effectivement que les prestations énergétiques soient au standard actuel. On a donné des points au niveau de la technique de construction. On aime assez bien cette récupération des briques qui est opérée par West Avenue. Donc, plutôt que de démolir et de concasser le résultat de la démolition, le promoteur va récupérer sur palette une partie des briques des anciens bâtiments et les réutiliser dans la construction de certains bâtiments. Au niveau de la gestion de l'eau, on a mis aussi en avant l'effort de maximisation de non-bétonisation des espaces extérieurs. Et au niveau des aspects S de ESG, donc au niveau des critères sociaux, de société, on a octroyé 8 points au projet puisqu'il y a une imposition dans le permis à développer et mettre à disposition des salles polyvalentes pour les occupants qui pourront tenir différentes réunions, différents clubs comme des clubs de jeux, des clubs de rencontres, et ça se traduit aussi par la présence de jardins et éventuellement potagers communs pour le bien-être des occupants. Alors, au niveau de l'offre de financement en cours sur notre plateforme, la campagne s'appelle Chantraine, comme le projet. On parle d'un financement d'obligations subordonnées. Subordonné fait évidemment référence à la subordination vis-à-vis des crédits bancaires, les crédits bancaires étant remboursés dans un premier temps, étant donné les sûretés hypothécaires dont bénéficient les prêteurs bancaires. Le crédit octroyé par Econova Finance ne pourra être remboursé avant que l'ensemble des crédits bancaires soit remboursé. C'est un prêt d'un maximum de 2 millions qui va être octroyé à la société SIGO. SIGO en abrégé pour Société d'investissement, de gestion et d'organisation. SIGO, c'est la société foncière du groupe West Avenue. C'est un mécanisme qu'on retrouve assez fréquemment dans la structuration de sociétés et de financement dans le secteur immobilier. On a généralement une société foncière qui va faire les acquisitions et qui va commercialiser les quotes-parts terrain avec droit d'enregistrement. Et puis, on a les sociétés de construction, les sociétés de projet qui vont, elles, commercialiser la quote-part construction avec application du taux de TVA au moment de la commercialisation. Le porteur de projet SIGO rémunère les éco-investisseurs à hauteur d'un taux d'intérêt brut annuel de 11% pendant une durée de 4 ans. Le coupon sera payé annuellement à la date d'anniversaire. Le prêt débute au 1er janvier 2024 et son remboursement cible est fixé 4 ans plus tard, au 1er janvier 2028. Vous pouvez souscrire avec un montant de départ de 500 €, par pas de 500 € jusqu'à 500 000 €. La clôture de la campagne est fixée aujourd'hui au 13 mars et comme je le rappelais, les fonds vont servir à financer partiellement l'acquisition du terrain et de son permis et ensuite entamer les travaux de construction du projet. Sur notre plateforme, le projet et l'offre est une offre à catégorie de risque 4. On reviendra par la suite à cette catégorisation des risques. Au niveau de la structure du prêt octroyé, on voit bien ici l'octroi du prêt par Econova Finance, qui est notre entité ad hoc, selon la définition de la loi crowdfunding et traduit par cette réglementation européenne. Donc, Econova Finance, c'est notre entité qui rassemble en fait l'ensemble des souscriptions que vous faites au travers de notre plateforme. Et puis, c'est Econova Finance qui, par effet miroir, va octroyer un prêt, une obligation subordonnée à destination de l'emprunteur, SIGO. SIGO, avec ses montants apportés, va pouvoir effectuer l'acquisition du terrain lors de l'acte d'acquisition. Le solde sera mis à disposition de la société Chantraine Nivelles SRL, Chantraine Nivelles SRL, qui est un SPV, SPV pour Special Purpose Vehicle, excusez mon anglais, qui fait référence à la société de projet
mise en place uniquement pour le projet de Nivelles. Alors, au niveau des sûretés offertes aux éco-investisseurs par le biais d'Econova Finance, on va parler d'une sûreté de type codébiteur. Nivelles Chantraine, la société de construction, est codébiteur de la société foncière. Pourquoi? Parce que c'est principalement Chantraine Nivelles qui va générer du chiffre d'affaires de vente. C'est elle qui va commercialiser les quotes-parts construction et donc engranger la plus grosse partie du chiffre d'affaires du projet. West Avenue, qui est la société mère qui appartient, dont les sociétés de projet et foncières sont filiales à 100%, se porte garant à première demande à l'échéance du prêt en cas de difficulté de remboursement total du prêt. West Avenue se porte garant à première demande de ce remboursement. Et enfin, la créance résultant de la mise à disposition des fonds par SIGO à Chantraine-Nivelles, comme on le voit sur le schéma, est gagée au profit des investisseurs d'Econova Finance. Enfin, je terminerai par notre score de risque. Donc, peut-être un petit rappel par rapport à cette méthodologie qui est mise en place sur notre plateforme. D'abord, Econova est la seule plateforme belge à proposer à ses investisseurs une catégorie de risque par offre en cours. C'est un travail qui est volontaire de la part de notre plateforme pour vous permettre de prendre des décisions d'investissement éclairées. Bien sûr, investir comporte des risques et notre métier consiste à sélectionner des porteurs de projets dont le sérieux n'est plus à démontrer, à sélectionner des projets dont la rentabilité est confirmée par une analyse et une revue limitée effectuée par notre équipe d'analyse. Et ensuite, la dernière partie de notre métier consiste à vous retranscrire et à vous présenter, à vous mettre à disposition la documentation qui vous permet de prendre cette décision d'investissement de manière neutre et objective. C'est pour ça qu'on a mis en place un score de risque qui est… bonjour Nicolas, je t'entends. Salut, voilà, je continue. Merci de nous rejoindre au bon moment, au moment où les questions et réponses pourront arriver. Tu peux couper ton micro d'ici là. Je termine et puis je te laisse la parole. Merci. Econova a donc mis en place cette méthode d'analyse qui attribue un critère d'évaluation à chaque critère, pardon, qui attribue un score à chaque critère d'évaluation. Alors, les critères d'évaluation sont nombreux. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'ensemble de ces critères d'évaluation en annexe de la fiche d'information clé qui vous est mise à disposition. Fiche d'information clé que vous pouvez systématiquement retrouver sur la page de campagne. Donc, on peut considérer que la page de campagne est un petit peu la version vulgarisée et sympathique à lire. En complément de cette version web, vous pouvez retrouver la fiche d'information clé qui est un document standard légal dont le Canva est imposé par le régulateur. Cette fiche d'information clé comporte des annexes. Le score de risque est repris en annexe de cette fiche d'information clé pour trouver l'ensemble des critères qui sont repris en considération dans cette grille d'analyse. Pour chaque critère, on y attribue également un poids de 1 à 10, et ensuite on va classer les critères par famille. Alors au niveau des familles, on retrouve des familles liées principalement à l'entreprise et à son marché. On va retrouver la famille liée aux perspectives futures financières de l'entreprise, aux performances passées de l'entreprise, aux projets, et ensuite à la typologie du prêt octroyé, à la typologie de l'obligation. Et on va pondérer ces différentes familles également en fonction de son importance dans l'offre. Quand on est dans une approche dite corporate, quand on est en financement de croissance d'entreprise, on va d'autant valoriser les performances passées et les projections futures de l'entreprise qui porte un projet global, son projet entrepreneurial. À l'inverse, ici, on s'est plutôt concentré sur le projet de Chantraine qui fait l'objet de l'offre de financement. Cette moyenne pondérée des différentes familles est effectuée pour obtenir un résultat entre 1 et 5, et ce calcul vous donne une catégorie de risque.
Donc, le résultat du calcul obtenu pour l'offre en cours est de 2,84, principalement lié à la structure de financement projetée du projet. On voit effectivement de la structure de financement, c'est le slide que j'ai présenté après le projet Chantraine, on voit que l'apport en quasi-fonds propres, donc l'apport des investisseurs d'Econova est important eu égard à l'apport en fonds propres du porteur de projet. Et principalement pour cette raison, le projet est alors en catégorie de risque 4. Bien sûr, le projet bénéficie d'autres atouts qui sont des atouts financiers et extra-financiers qui sont aussi intégrés dans cette grille d'analyse de risque et qui sont pondérés selon leur importance. Voilà, j'en ai terminé au niveau de ce que je voulais présenter. Je pense que je vais donner la parole à Nicolas. Je ne sais pas si les soucis techniques sont en cours. Nicolas, bonjour, comment vas-tu? Jean-Pierre, les soucis Voilà, sont merci réglés. de nous Je suis a rejoindre. priori connecté. Voilà, merci. Nicolas, je vais me lancer dans les questions-réponses. C'est toujours la première qui est difficile à poser et puis ce sera autour de notre public s'il y a des questions de sauter le pas. Comme je rappelle, vous pouvez utiliser l'onglet Q&A pour poser vos différentes questions. Nicolas, qu'est-ce que ça fait de voir 666 personnes qui financent ton projet? Qu'est-ce que ça te procure comme sentiment? Bah, Qu'est-ce que c'est tu très, devrais leur dire à ces 666 investisseurs qui ont déjà investi et qu'est-ce que tu dirais aux autres qui n'ont pas encore franchi le pas? c'est très plaisant et le premier mot, c'est bien entendu merci parce que c'était important pour nous de tester, entre autres, par le biais de la plateforme Econova, avant démarrage de la construction et dès lors du projet en tant que tel, l'appel au public. Donc c'est un très bon test que de savoir qu'il y a plus de 600 personnes qui y souscrivent et qui sont convaincus par la qualité du projet. Merci. Quels sont aujourd'hui les challenges d'un promoteur immobilier? J'ai cru entendre que tu as été toute la journée en réunion avec une société de construction pour ne pas la citer. Oui. C'est quoi les difficultés d'un promoteur immobilier aujourd'hui en 2024 alors que les années antérieures ont été très bonnes et très faciles pour le secteur de la promotion immobilière et puis ont été chahutés par des augmentations de coûts de financement et puis des augmentations liées au coût des matériaux. Qu'est-ce qu'est-ce qui vous occupe en termes de gestion de difficultés au quotidien? Alors peut-être qu'il n'y en a pas, hein, ça nous ferait plaisir, mais si tu devais être transparent sur les difficultés du secteur, qu'est-ce que tu présenterais aux investisseurs ici connectés? Les challenges sont nombreux et je pense que tu l'as mis en avant, ou vous l'avez mis en avant de par l'EcoScore, entre autres, et le challenge principal en dehors du challenge je dirais, du marché, mais plus spécifiquement de la situation, si pas géopolitique, économique du pays avec la hausse des taux. C'est le challenge du développement durable. On est à un tournant à l'heure actuelle. On sait que l'Europe a décidé qu'en 2050, euh, tout l'immobilier, donc on ne parle pas que du segment du logement, devait être en PEBA. Et c'est une des plus grosses contraintes du secteur à l'heure actuelle, c'est de répondre à ces critères de développement durable. Ce qu'on obtient comme permis à l'heure d'aujourd'hui ne sera jamais délivré que dans 2 ou 3 ans, suivant la phase ici de commercialisation et de construction du projet Chantraine. Donc forcément, on se rapproche toujours un peu plus et plus vite de 2050. Et donc c'est à intégrer dans tous nos projets, ce qu'on a déjà fait depuis plusieurs années. Mais c'est également, je pense, à intégrer du côté des acquéreurs et du marché d'un point de vue global et la population. C'est qu'effectivement, on parle souvent c'est pas très positif pour les détenteurs de ce type de bien, mais de passoire énergétique. Le promoteur qui construit du neuf à l'heure actuelle doit évidemment intégrer le développement durable. Mhm. C'est une C'est pas opportunité aussi pour vous, hein?
C'est une J'imagine énorme que... opportunité Oui. et ce n'est pas pour autant qu'effectivement la population a intégré, notamment au niveau du coût et des Mhm. prix dès lors de Mhm. vente, la différence entre une passoire Mhm. et l'immobilier neuf qui est PEB-A. Mhm. Quel est le statut actuel du projet? Donc, depuis le lancement de la campagne, je dirais, qu'est-ce qu'il y a d'éléments nouveaux? J'imagine que la collecte des fonds fait effectivement patienter certains éléments, notamment le fait de passer l'acte d'acquisition, puisqu'une partie Oui, de notre enveloppe est dédiée à l'acquisition oui. du foncier avec permis. Quelles sont les nouveautés à communiquer sur le projet? Ben, comme tu disais, nous sommes en pleine négociation avec plusieurs constructeurs bien connus de la place. Mhm, Le tout, c'est pas que de négocier un coût ou un prix, c'est également de trouver un ADN commun entre West Avenue qui vise la qualité, le long terme et la durabilité, ou, mhm, et également la rentabilité. Quand on entend long terme, l'immobilier est une valeur refuge, s'il en est. C'est une valeur ou un actif du moins de qualité. On dit d'ailleurs que le marketing de l'immobilier, c'est place, place, place. Et ici, on est mhm. excessivement bien localisé. Et donc, dans les très grosses démarches et études qui ont lieu à l'heure actuelle, c'est une démarche principalement de négociation avec un constructeur, trouver un bon partenaire au niveau de la construction, c'est très important pour nous, et surtout un constructeur qui a un ADN commun. Donc Oui, encore une fois, il ne suffit pas de trouver un grand acteur, il faut également trouver dans ces différents grands acteurs pour différentes raisons, voilà, de classe de risque entre autres. On est limité dans le choix de l'acteur en question, mais il y oui, a encore la possibilité au sein de ces différents acteurs de trouver un acteur qui correspond plus à notre philosophie ainsi qu'à celle du projet. Parce que c'est important également aussi de comprendre que d'un projet à l'autre, tous les acteurs ne peuvent pas répondre. oui. Qu'est-ce qui fait que tu es tombé amoureux de Nivelles? Tu parles de PPP, Place, Place, Place. Nivelles, pour toi, Ouais. c'est Place to be? Ah, je serais très prétentieux de dire que Nivelles, c'est place to be ou que les autres lieux de nos projets sont des place to be. Ce qui est une certitude, c'est que moi, je suis bruxellois. J'habite à l'heure actuelle le Brabant wallon, pas très loin d'ailleurs de Nivelles, et qu'à l'heure actuelle, différentes autres places, pour ne pas les citer, sont saturées. Et ce qu'on recherche avant tout dans nos projets, en plus du place, c'est bien entendu l'environnement. Et l'environnement ici immédiat, un de Nivelles est très attractif parce que sur des grands axes, l'axe, ben, en l'occurrence Bruxelles-Charleroi ou Charleroi-Bruxelles, ça dépend comment est-ce qu'on Mhm. on l'envisage. Tu parles des Et axes autoroutiers ici, hein? les axes Oui. autoroutiers, mais les axes de mobilité d'un point de vue global. Et pour Mhm. revenir effectivement au place, on a ici une mobilité douce qui est très importante et très présente, puisqu'on est sur la première, comme on dit, couronne de Nivelles, ce qui est fort différent de tous les autres projets qu'on a pu voir et qui, au-delà de ça, ou qu'on connaît, et qui, par rapport à Nivelles spécifiquement, concernait souvent la grande périphérie de Nivelles. Je pense qu'à l'heure Mhm. actuelle, c'est difficile d'envisager des développements durables quand la nécessité de prendre une voiture pour ne fût-ce qu'acheter du pain ou déposer les enfants à l'école, Mhm. c'est une nécessité. Et effectivement, Nivelles a ce côté encore rural, si on peut dire, par rapport à Bruxelles, par rapport même peut-être à Waterloo, pour ne citer que cette Mhm. ville-là, Mhm. tout en disposant, cela étant, encore une fois, de toutes les commodités. Donc, Mhm. Oui. La c'est la, concurrence est rude à Nivelles en c'est la termes ville dans la campagne, à la oui. campagne plutôt. La La concurrence est rude. concurrence est rude à Nivelles entre promoteurs. Je sais que mes Non, collègues analystes ont fait une petite étude de marché et que différents projets sont en cours de développement, j'imagine, avec des stades de développement un peu différent. différents. Tout le monde Ouais. n'est pas au même stade. D'abord, ça témoigne effectivement de l'attrait de la ville de la part de ces différents promoteurs. C'est un challenge pour vous, la présence de nombreux slash d'autres promoteurs à Nivelles? Non, je dirais que c'est justement, comme tu le soulignes très justement, une confirmation de l'attrait de Nivelles sur l'échiquier du Brabant wallon ou de la Belgique. On reste en l'occurrence sur le Brabant wallon, comme je l'indiquais, ce qui est très, très intéressant pour nous, puisque nous sommes un acteur local et que Mhm, nous concentrons exclusivement sur Bruxelles et le Brabant wallon. Mais c'est une mhm. confirmation de par la présence effectivement de deux autres projets concurrents Oui. qui sont
un petit peu moins bien situés et de plus grande taille, nous aimons nous concentrer sur des projets de taille humaine, si on peut dire. Et ici, sur le projet Chantraine, on est systématiquement sur des bâtiments de 19 enfin de 13 plutôt, à 29 unités maximum, ça de durée plus 3. Donc on ne peut pas parler au niveau urbanistique de bâtiments de petite taille, mais on en est très proche, puisque à un niveau près, on serait sur des bâtiments de petite taille. Mais c'est une confirmation du marché, du redéveloppement, comme on dit, urbain, en ce compris sur Nivelles. Ouais. Alors, je vois dans le chat effectivement qu'il y a une question liée au score de risque. Oui. Je la reprends telle quelle, j'ai besoin de la lire pour la comprendre. Il y a sans doute un lien entre les sûretés offertes par le promoteur et les risques liés au projet. Malgré les solides sûretés offertes dans le cadre de ce projet, pourquoi le risque est-il plutôt élevé, évalué à 4 sur 5? Mais donc, effectivement, le risque, selon notre analyse de risque, je pense que chacun fait sa propre analyse de risque et Nicolas dirait certainement à l'audience que c'est un projet qu'il maîtrise si bien qu'il n'y a pas de risque. En tout cas, peut-être pas sur une échelle de 5. Je pense que tu ne mettrais pas le curseur à 4. Tu t'es d'ailleurs un petit peu surpris de notre méthodologie. Et je pense que ça, c'est aussi une des forces d'une plateforme de jouer le rôle de mise en relation et d'intermédiaire entre des investisseurs et des emprunteurs. C'est qu'au milieu des deux, il y a un acteur neutre qui étudie certains paramètres et effectivement, à la conclusion, à la réalisation de cette analyse, le projet est en catégorie risque 4. Je pense qu'une des raisons principales de cette catégorie de risque 4, qui est fort pondérée en fait dans notre analyse, c'est le ratio fonds propres versus quasi-fonds propres, qui est un ratio qui est assez important dans la structuration de financement de projets immobiliers. Historiquement, sur Econova, on est plutôt sur des ratios équilibrés entre l'apport en fonds propres du promoteur et l'apport des éco-investisseurs par le biais d'Econova Finance. Ici, on est sur un apport qui est quelque peu déséquilibré, alors qui ne veut pas dire dangereux, qui veut simplement dire que notre apport de 2 millions est supérieur de 2 fois le montant de fonds propres apporté par le promoteur. Et cet élément est retranscrit avec une pondération certaine dans notre score de risque qui fait que, à l'issue de cette retranscription, le projet est en catégorie de risque 4. Voilà. Alors, on a une autre question dans le chat. Merci de les poser. Où en est West Avenue par rapport aux négociations de l'emprunt bancaire? Donc, j'ai effectivement présenté le slide source de financement avec un financement bancaire important qu'on peut scinder ou qu'on pourrait dissocier entre financement d'acquisition, financement de construction. On sait aussi que quand la banque intervient en phase acquisition, c'est qu'elle a déjà pu se positionner, même de façon informelle, sur le financement de la phase construction. Vous en êtes où par rapport aux négociations de l'emprunt bancaire, pour répondre à la question? On est toujours en négociation, si on peut dire, même si l'accord il est là et il existe depuis plusieurs mois. Maintenant, la banque demande à avoir effectivement confirmation de l'acteur qui est retenu dans un projet tel que celui-ci. Ce qui est important de comprendre, c'est que même si on phase en 2 temps, c'est-à-dire le premier qui est l'acquisition du foncier et le second qui est la construction, la banque veut quand même avoir ses apaisements et c'est logique par rapport à l'ensemble du dossier, du projet, et donc on se compris sur le phasage de la construction. Si on parle dans un premier temps de l'acquisition et donc du financement du foncier, une des attentes ici de la banque, c'était en l'occurrence d'avoir ces apaisements par rapport au choix du constructeur. Donc c'est la raison pour laquelle on a été occupé ces dernières semaines à négocier avec un constructeur bien connu de la place, bien connu pour différentes raisons, c'est-à-dire qu'il doit répondre évidemment aux critères d'analyse bancaire qui étaient mon précédent métier, mais au-delà de ça, qui de notre côté doit effectivement répondre à notre cahier des charges, bien entendu, et de préférence aussi avoir un ADN similaire. Oui, j'imagine que le risque, comme on l'appelle, de partie prenante est important. Et effectivement, pour les partenaires bancaires, le fait de pouvoir désigner et de confirmer le constructeur, c'est aussi quelque chose
d'indispensable avant de confirmation. Mais merci pour cet éclairage, et cet éclaircissement pardon, sur la question. Je vois que le timing arrive à sa fin. Nicolas, on va enchaîner in het Nederlands voor onze eco-investeerders uit Vlaanderen. C'est ta collègue qui va se coller à l'exercice. Voilà, Irena, en ce qui me concerne, c'est ma collègue Michel qui va prendre la parole. Le webinaire en néerlandais a lieu à 18 heures. Et donc, on a encore un petit peu de temps pour se repréparer techniquement à ça. Je vous remercie tous d'avoir participé à ce webinaire. C'était une première pour nous. C'est important d'avoir vos encouragements pour ce format qui est nouveau sur notre plateforme. Si besoin, je pense que le porteur de projet et la plateforme se tiennent évidemment à votre disposition. Le webinaire sera disponible en replay. Et comme vous le savez, notre département Customer Care se tient évidemment à votre disposition pour toutes vos questions. Merci à tous les participants et à très bientôt. Merci Nicolas. Au revoir, merci à tous. Plaisir.